énergétique et écologique. Ce sont une dizaine de conseillers qui sont répartis au sein des GHT ou alors de groupements d'associations comme les Genêts d'Or ou la Fondation Saint-Jean de Dieu, complétés par des conseillères et des conseillers en transition énergétique qui ont été recrutés au sein du GCS et qui proposent un service de conseil en énergie pour réduire ses consommations à tous les établissements, qu'ils soient dans chaque département. Donc, il y a un conseiller ou une conseillère par département. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans cette approche. Et nous avons également une conseillère en économie d'eau qui peut avancer sur ces sujets des économies d'eau, voire même de la qualité du rejet des eaux usées. Et enfin, pour terminer, un troisième temps d'échange sera proposé par l'entreprise Tribal Pro qui propose une solution performante et éthique pour communiquer. En gros, pour simplifier les choses, c'est une sorte de WhatsApp amélioré et qui est produit par une entreprise bretonne. C'est en très simplifié. Voilà, c'est tout. Je laisse la parole à Sébastien et Franck pour présenter à la fois la SIC et les solutions qu'ils ont à proposer pour réduire les consommations d'énergie et peut-être même acheter différemment. Merci Frédéric. Donc, je vais balayer la présentation et pour laisser un petit peu de temps à la suite pour les échanges et les questions. Donc effectivement, la coopérative Estuaire Énergie, donc c'est un statut particulier et directement relié à la coopération puisque c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est un statut bien précis des scopes, qui a été initié en fait par les chambres de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire et d'Ille-et-Vilaine. Elle a été initiée au cœur d'une crise qu'on a bien tous connue, en 2023, 2022-2023. Donc, on remet souvent ce petit graphique pour montrer que l'initiative Estuaire Énergie intervient une fois le gros choc un peu passé. Et pourquoi ça a été créé? Tout simplement parce qu'un certain nombre de dirigeants d'entreprise, et ça a été le cas aussi pour des collectivités, des établissements comme le vôtre, j'imagine, se sont retrouvés en difficulté, voire en grande difficulté, en lien avec l'explosion des prix de l'énergie, et se sont dit il faut faire quelque chose, il faut créer des outils pour accompagner les entreprises en particulier, pour mieux gérer les questions énergétiques et pouvoir s'engager dans la transition afin de moins subir ces chocs énergétiques. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, c'était une bonne idée que de se lancer puisqu'on subit encore un choc aujourd'hui un peu différent, mais qui nous amène tous à réfléchir un peu à comment reprendre la main en fait sur la question énergétique. Sébastien, Oui, Sébastien, je vas-y, permets vas-y. juste un petit mot d'historique, puisque Oui, la première site que j'ai créée, c'était en 2018. C'est toujours important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Effectivement, Estuaire Énergie est la deuxième. Il en existe deux autres qui ont été créés en France sur le même modèle. Et donc, effectivement, première à Valenciennes en 2018. Et ces sites sont issus des travaux sur l'économie circulaire, l'écologie industrielle et territoriale, puisque j'étais président pendant 12 ans d'une association qui déployait l'EIT sur les territoires des Hauts-de-France, et de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération que certains d'entre vous connaissent certainement, et les travaux de Christian Dutertre et Christophe Samples. Et tout ça mis au service de la transition énergétique, eh bien, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'expérimenter de nouvelles formes de gouvernance. Entre 2015 et 2018, la gouvernance de l'énergie, on en parlait pas trop. On n'avait d'ailleurs pas trop d'intérêt à en parler puisqu'on n'avait pas de problème de ce côté-là. Mais dès ce moment-là, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'expérimenter autre chose, de rien opposer, bien évidemment, mais de pouvoir expérimenter cette nouvelle forme de coopération autour de la transition énergétique. Bien sûr, ensuite, il y a eu des événements, il y avait des futurs prévisibles, des futurs imprévisibles, et la crise énergétique qui est arrivée en 2021 et qui n'est pas terminée nous a donné quelques éléments complémentaires, mais la première cycle a été créée bien avant ça. Voilà, juste un tout petit peu d'historique pour vous dire que ça ne date pas de 2023, ça vient d'avant et que d'autres territoires s'en sont emparés. Merci Sébastien.
Non, merci Franck, tu fais toujours bien de rappeler cet historique. Et effectivement, on se positionne auprès des entreprises qu'on accompagne pour les aider un petit peu à se retrouver dans ce qu'on appelle nous le VICA énergétique, où on va naviguer, aujourd'hui on le voit, dans un monde volatile au niveau des prix. Les variations qu'on a connues, bah, il y en a encore aujourd'hui, il y en aura encore plus tard, donc c'est vraiment un monde volatile. Incertain, puisqu'on est dépendant, on le voit aujourd'hui, des événements géopolitiques, mais en 2022-2023, on était dépendant des événements climatiques, d'événements politiques. Donc le futur est assez incertain. Et l'énergie devient aussi de plus en plus complexe dans toutes ses dimensions, je dirais. La dimension d'achat, et effectivement, puisque bah, il faut déjà bien comprendre une facture d'électricité, une facture de gaz, de voir comment ça fonctionne, sur quels éléments on peut intervenir, et puis complexe dans l'aspect réglementaire, complexe dans les solutions aujourd'hui de production d'énergie qu'on peut déployer pour soi ou pour un collectif. Et enfin, ça peut être ambigu aussi, parce que pour un même service, une molécule ou un électron qui va tout simplement chauffer un bâtiment ou éclairer un bâtiment, eh bien, selon la manière dont on l'achète et le moment où on l'achète, et la manière dont on a acheté, eh bien, le prix peut être différent pour un même service. Donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte. Donc on a qualifié une raison d'être pour STR Énergie. Franck l'a un peu expliqué, mais c'est vraiment considérer l'énergie comme une ressource stratégique. Moi, j'ai coutume de dire que l'énergie, c'est un peu le fluide sanguin de nos modes de vie, et que c'est un fluide qu'on va chercher assez loin. Donc on est un peu en circulation extracorporelle, et que plus on pourra rapprocher la fourniture d'énergie de la consommation et de nos territoires, bien, plus on pourra être résilient et robuste face aux différents chocs. Et donc l'idée, à travers la coopération, c'est de monter une autre manière de travailler autour de l'énergie, une nouvelle gouvernance à travers la coopération entre différents acteurs. Et l'objectif, pour être aussi efficace et performant, eh bien, c'est d'aller mutualiser des moyens et des services. Et on se présente en fait auprès des entreprises qui nous rejoignent comme un service interne de transition énergétique, mais on est mutualisé et on est délocalisé parce que pour un certain nombre de nos sociétaires, eh bien, bah, ils n'ont pas forcément le temps, les moyens, la nécessité d'avoir une personne à temps plein qui s'occupe de l'énergie. Et parfois, ces fonctions sont dispatchées, on achète, on travaille sur la maîtrise et puis on a des projets de production. Et nous, ben, à travers ce qu'on peut proposer à nos sociétaires, on essaye de faire le lien entre ces éléments pour vraiment avoir une approche systémique. Quand on réfléchit production, ben, il faut réfléchir comment on achète. Quand on réfléchit production, il faut réfléchir aussi comment on consomme. Donc voilà, on essaye d'avoir cette approche systémique entre les différents éléments qui composent les enjeux énergétiques d'une structure. En lien avec ce que disait Franck sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération, on a vraiment des valeurs autour de l'utilité écologique qui sont fortes au niveau de notre coopérative. La transition énergétique, la décarbonation sont évidemment au cœur du travail. L'indépendance énergétique, j'y reviens pas, c'est la souveraineté qui nous permet d'être plus robuste. Et puis, à travers la coopération, la complémentarité des compétences, eh bien, on essaye d'être plus efficace, tout en recherchant de la solidarité aussi entre les sociétaires. Alors, une SIC, qu'est-ce que c'est? C'est une société donc de base qui développe une activité économique avec cette particularité d'avoir une gouvernance participative. Donc, le principe, c'est une personne, une voix, mais on est quand même organisé en collège pour réussir à faire fonctionner l'ensemble. On est basé sur une lukrativité limitée, donc notre objectif, c'est d'équilibrer nos coûts, mais pas forcément de faire beaucoup de profits et de bénéfices. Et s'il y en avait, ils seraient réinvestis au sein du projet. Donc il y a et au cœur de l'aspect coopération, eh bien il y a cette idée de travailler sur l'échange, de travailler sur le don, du travail en commun entre les différents sociétaires. Et on essaye de redéfinir un peu
la relation qu'on peut avoir habituelle entre un client et un fournisseur, et bien là, on est dans une relation d'associé à associé pour engager la coopération un peu différemment de la collaboration habituelle client-fournisseur. Donc les collèges, je vais revenir, et on essaie d'avoir un lien assez fort avec le territoire. On n'a pas encore de structure publique directement sociétaire, mais on a la SEM Énergive, qui est sociétaire chez nous, donc la Société d'économie mixte du syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Et à travers ce partenariat, mais d'une façon générale, on essaye de travailler avec les territoires, de par notre casquette CCI aussi, puisque l'énergie, c'est avant tout vraiment une notion territoriale. Donc les acteurs, donc, la CCI Land Saint-Nazaire a été la fondatrice, la CCI Ille-et-Vilaine a rejoint quasiment dans les foulées, et puis on a toutes nos entreprises sociétaires qui sont adhérentes. Donc on a classiquement deux organes souverains, une assemblée, un conseil d'administration, et donc comme je le disais, on est organisé en 5 collèges, donc collège fondateur, collège bénéficiaire. Donc les bénéficiaires, c'est un petit peu le gros de nos troupes, donc c'est les entreprises, les structures qui viennent chercher de l'accompagnement et du service auprès de nous. Les salariés, on est sociétaires. On a le collège D, les producteurs. Les producteurs, il ne faut pas l'entendre comme étant simplement des producteurs d'énergie, mais comme des producteurs de biens et de services. J'y reviendrai, mais c'est là où on essaie aussi d'avoir une complémentarité des compétences. On a des sociétaires qui vont être en capacité de mener des audits énergétiques, des études de mix énergétique, de pouvoir développer et installer des centrales solaires, de pouvoir installer des centrales biomasse, de pouvoir fournir de l'énergie. Voilà, donc de pouvoir faire de la maintenance, de l'exploitation. On vient de rentrer ce type de sociétaire. Donc, on essaye, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences au sein de l'équipe. Donc, c'est à travers la coopération avec d'autres sociétaires qui ont ces compétences qu'on essaie de répondre au mieux des besoins de nos sociétaires. Et on a le dernier collège, qui sont les organismes consulaires et autres contributeurs. Donc aujourd'hui, on a la CCI Ille-et-Vilaine qui est dans ce collège, et on a 2 banques aussi, le Crédit Agricole et la BPGO. Et typiquement, si on avait des structures publiques ou des collectivités qui rentraient au capital de la SIC, elles seraient dans ce collège-là. Donc Franck, en tant que directeur, s'est présenté, et notre président depuis la dernière AG de mars, donc c'est Benoît Cavalis, qui est le représentant de la CCI Ille-et-Vilaine. Un point à ce stade, Sébastien, j'insiste sur le sujet de la coopération. L'énergie est un bien commun pour nous, et s'il y a bien un domaine dans lequel s'engager dans la coopération, ça fait sens, c'est bien c'est ce domaine de l'énergie. Coopérer, c'est un travail. La coopération, c'est un travail qui consiste à prendre en considération les contraintes de l'autre pour construire une solution meilleure. Et la coopération, comme le mettait en avant Darwin, est effectivement basée sur le don. Le souhait de donner immédiatement, sans espoir de recevoir dans l'immédiateté, mais avec la grande confiance de recevoir beaucoup dans la durée. Et on parle beaucoup donc de sociétaires, c'est un point important. Nous n'avons pas de clients, pas de fournisseurs. Tous les participants à l'écosystème sont actionnaires de l'entreprise pour le moment. Donc, nous avons effectivement 80 sociétaires qui sont tous engagés à leur niveau dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, et dans toutes les cycles, nous avons décidé de ne pas avoir ni de clients ni de sociétaires. Alors, je dis pour le moment parce qu'atteindre la maturité coopérative à 80, ça relève de l'inconnaissable pour nous, c'est de l'inédit en management, comme on dit. Et donc, nous tenons pour l'instant ce cap-là. Et il est très, très important pour nous, vraiment au quotidien, et c'est le rôle principal de l'équipe avant ce que nous faisons concrètement et ce que nous apportons concrètement comme résultat, de pouvoir mettre en œuvre cette coopération. Et cette coopération, elle est vecteur de performance, bien évidemment. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans un monde fini, en multicrise et très instable, il n'y a plus de performance sans robustesse. Et donc, c'est cette coopération qui apporte pour nous, et on a grande confiance en cela, la robustesse de nos modèles de transition énergétique. Voilà, en synthèse, un peu les valeurs qui nous animent. Merci Franck.
Donc, une petite cartographie de notre répartition. Donc, l'initiative étant née plutôt du côté de Nantes-Saint-Nazaire, avec une concomitance avec l'Ille-et-Vilaine, le développement a été assez important sur la Loire-Atlantique. Mais aujourd'hui, on se développe sur les Yvelines et la Bretagne à venir. Et vous avez un petit peu la cartographie aussi, la typologie des entreprises qui sont sociétaires chez nous. Alors, on n'a pas encore d'établissement de santé. Ce qui va se rapprocher le plus de vos établissements, ce sont des établissements d'enseignement privé qui ont souvent beaucoup de foncier à gérer, beaucoup de problématiques énergétiques, sans avoir trop le temps ni les moyens de s'investir sur la question de l'énergie. Voilà, comme tout directeur d'établissement, quel qu'il soit, toutes les équipes dirigeantes sont bien pris voilà, par le cœur de l'activité. Et l'énergie fait parfois office de parent pauvre. Alors quand c'était pas cher, bah, c'était pas trop un souci. Mais voilà, sur les dernières années, c'est devenu un souci. Et donc, on a trois groupements collège-lycée, Talensac, Gabriel Day et Notre-Dame de Rosée, qui sont sociétaires chez nous et qu'on accompagne sur l'ensemble des volets qu'on propose. Voilà, c'est les logos, entre guillemets, des collèges bénéficiaires, mais je vais y passer vite. Si je m'arrête là quand même sur le collège producteur que j'évoquais tout à l'heure, donc ça, ce sont des sociétaires chez nous donc, qui sont en capacité de proposer des actions et des services plus spécialisés, en tout cas plus techniques que ce que nous pouvons faire nous au niveau de l'équipe. Notre rôle étant vraiment de qualifier et de cadrer le besoin de nos sociétaires et de voir quel va être le producteur le plus adapté pour répondre aux besoins. Donc, on a, comme je disais, développeurs installateurs solaires, installateurs chaufferie biomasse, bureau d'études industrielles, bureau d'études tertiaires. Voilà, je ne vais pas tous les passer, mais on essaye d'adresser l'ensemble des compétences. Et donc, on a Enercop aussi, qui nous a rejoint, voilà, parce que les valeurs coopératives, bah, évidemment, on les partage et on développe un partenariat plus spécifique avec eux sur la mise en place de boucles d'autoconsommation collective. Et on a un peu le pendant en Ille-et-Vilaine avec Energive, où on a un peu le même type de relation. La CCI, les deux banques, voilà, et ça, c'est notre petite liste. Donc, on essaye de mettre aussi voilà, au cœur du travail un peu la communauté. On se réunit régulièrement, donc 4 fois par an pour l'ensemble des sociétaires, et puis on a des réunions plus thématiques lorsque c'est nécessaire, sur le photovoltaïque, sur la biomasse, selon les sujets à aborder. Alors voilà, maintenant qu'on a dit un petit peu qui on était, qu'est-ce que nous faisons? Comme je le disais au démarrage, on essaie d'avoir une approche systémique des enjeux énergétiques de nos sociétaires pour tracer une feuille de route énergie carbone d'ici à 2030, qui arrive assez vite maintenant. Mais on s'est fixé un objectif que 20% des besoins des sociétaires soient produits par les sociétaires. L'objectif n'étant pas de laisser à d'autres entités le soin de nous alimenter en énergie à 100%. Donc, on est vraiment dans cette logique qui était un petit peu le thème du webinaire, de diversifier ses approvisionnements. Et donc, on fait dialoguer ces trois aspects, produits à valoriser, mieux consommer, décarboner, bien acheter. On les fait dialoguer pour aller chercher la meilleure efficacité de l'aspect transition énergétique. Et on essaie de proposer à nos sociétaires d'encapsuler ça dans une planification, de tracer la route pour viser juste à horizon 5 à 10 ans en investissant dans ces trois domaines. Et à partir de ces trois domaines et de la planification, on a un catalogue de missions. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 16 missions autour donc des achats, de faire des achats groupés d'électricité et de gaz, de travailler sur l'optimisation des puissances souscrites, d'achat de garantie d'origine si ça nous est demandé. Donc ça, c'est plutôt sur la partie acheter mieux énergie. Sur la partie production d'énergie, donc nos sociétaires qui ont l'envie
ou qui sont contraints par la réglementation d'installer de la production sur leur site, eh bien, on va les accompagner d'une part à monter ces actifs de production et surtout à bien trouver les modalités de valorisation quand on monte par exemple des panneaux solaires. Et on peut aussi les accompagner, le cas échéant, sur des contrats d'achat direct, donc des PPA, si on a la demande. Donc voilà ce qu'on fait en tout cas sur la partie production. Sur la partie consommer mieux l'énergie, là on va pouvoir proposer un système de management et de suivi de l'énergie mutualisé. Donc c'est un outil qu'on achète 30 000 euros et qu'on met à disposition de nos sociétaires pour 2 000 euros. À côté de ça, on va pouvoir proposer aussi l'accompagnement d'un energy manager. Donc dans notre équipe, on a Tanguy qui va pouvoir aider déjà à implémenter le système de management et puis après en tirer les bonnes conclusions pour les bonnes actions. Les audits énergétiques, là, on va plutôt faire intervenir nos sociétaires producteurs. Donc, on qualifie le besoin. Donc, ça peut être audit, ça peut être étude de faisabilité. Voilà, quelle que soit la nécessité d'avoir un travail plus technique, plus économique autour des enjeux de nos sociétaires. Et on peut aussi valoriser les certificats d'économie d'énergie avec un partenaire C2E. Et sur la partie planification, quand un sociétaire rentre chez nous, voilà, on le qualifie, on lui fait un diag 360 et on le positionne vis-à-vis de différentes réglementations pour pouvoir faire une première base en fait de planification énergie carbone et l'engager sur la bonne voie. Donc quelques zooms sur les actions en cours. Donc on a différents programmes d'achat mutualisés, donc en électricité et en gaz. Les grands principes sont de mutualiser les volumes pour être en capacité de mieux négocier auprès des fournisseurs. Ce faisant, avec les volumes, on va plutôt s'adresser aux comptes grands comptes des fournisseurs, donc être en capacité de discuter à un autre niveau de prix et de marché. Et puis, on va aussi travailler sur une technique d'achat direct sur les marchés qu'on appelle le bloc plus spot, qui est une technique qui commence à être usitée aussi par les syndicats d'énergie. Le principe étant d'acheter en blocs successifs de l'énergie, donc à échéance de 2 à 3 ans. Donc aujourd'hui, voilà, on commencera à acheter pour 2028. Et on va acheter différents blocs en fonction des prix de marché qu'on constate. Donc, on a Laure, nous, au sein de l'équipe, qui fait ce travail-là. Et on va acheter un premier bloc annuel. Et puis après, on avance dans le temps, on suit les prix. On va acheter un bloc trimestriel. Et puis, on continue à suivre les prix. On va acheter un bloc mensuel. Et la dentelle finale, on va l'acheter plutôt au prix spot. Le prix spot étant la variation de prix du jour pour le lendemain, qui peut être très importante et donc qui peut offrir des opportunités voilà, d'acheter au jour le jour sur les créneaux de prix qui sont les plus intéressants. Mais voilà, en ayant quand même une stratégie de sécurisation donc, à travers le bloc, donc on sécurise des prix pour 70-80% du prix, on sécurise par l'achat de blocs. Et le spot permet de compléter l'achat et la performance pour aller chercher des prix plus intéressants. Donc l'opération qui avait été initiée dès la création d'Estuaire Énergie avait permis une performance pour l'ensemble du groupe d'achat de l'ordre de 35%. Et là, sur l'opération 26-27, on a des objectifs cibles d'achat inférieurs à 75 euros par mégawattheure en électricité. Donc le bloc plus spot, c'est plutôt pour l'électricité. Pour le gaz, on fait des achats plus classiques à clic ou à prix fixe. On peut aussi accompagner des achats solo. Donc parfois, ça peut être plus intéressant finalement, en fonction du type de consommateur, d'être en achat solo, et puis ça peut être son souhait aussi. Et on a aussi des groupements d'achat réseau, puisqu'on a en tant que sociétaire le groupement des hôteliers restaurateurs, hôtels-restaurants, et donc on peut acheter pour les hôtels et les restaurants de l'énergie à travers le groupement GHR.
On a également au sein de notre sociétariat la plateforme Axoneo, qui est une plateforme d'achat aussi globaux. Et donc, ils nous ont confié la partie achat d'énergie. Sur la partie volet 2, donc je l'ai un peu évoqué, puis je sais que vous avez déjà vous êtes pas mal équipé sur cette partie-là au niveau du GCS, hein, à la fois en energy management et puis en outils, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais voilà, on est sur les mêmes logiques, hein. D'abord bien compter l'énergie, quand est-ce qu'on consomme, où on consomme, comment on consomme, pour bien fixer la situation et l'état des lieux avant d'engager les premières actions, et qui peuvent être après proposées et identifiées par Tanguy, notre energy manager. Et donc voilà, cet outil énergisme qu'on propose, qu'on achète 30 000 euros, on le valorise, on le mutualise auprès de nos sociétaires à 2 000 euros, donc ce qui leur permet d'accéder quand même à un outil plutôt intéressant à moindre coût pour suivre leur consommation, leurs factures, mettre en place des indicateurs aussi, donc c'est assez complet malgré tout. Et puis sur la partie production, donc un petit zoom sur les opérations d'autoconsommation collective. On pourra peut-être y revenir si jamais vous êtes intéressé par ça ou si vous y avez été confronté. Mais en gros, le principe, c'est à partir notamment d'un actif de production solaire, eh bien, de pouvoir agréger des consommateurs autour de cet actif pour proposer de la vente d'électricité en local sur des périmètres géographiquement plus ou moins restreint, donc de 2 à 20 km. Et donc, ça permet de créer un projet local et territorial de consommation d'énergie renouvelable locale. Donc, de créer aussi cette communauté énergétique qui nous porte un petit peu en matière de coopération. Et donc, donc l'organisation des opérations d'autoconsommation collective suppose une entité juridique qui va relier consommateurs et producteurs. On appelle une PMO, une personne morale organisatrice. Et donc, nous sommes PMO, Sequester Energy. Donc, nous avons la capacité à monter et à gérer des opérations d'ACC. Donc, ça, c'est l'acronyme. Et en Ille-et-Vilaine, on travaille plutôt avec Partenaire et la SEM Énergie pour monter ces opérations. Je ne rentre pas plus dans le détail de ce système-là, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis sur les contrats d'achat direct, alors ce sont des choses qu'on commence à regarder, donc les PPA. Alors, il y a encore 1 an et demi, les PPA étaient très à la mode entre producteurs et puis consommateurs. Les prix de marché de l'électricité aujourd'hui font que il y a moins d'engouement sur ce type de contrat de gré à gré, parce que les prix de marché sont ce qu'ils sont et les prix de revient des actifs de production sont ce qu'ils sont aussi. Et aujourd'hui, l'adéquation est plus difficile à trouver. On s'oriente plutôt à essayer de trouver des solutions pour des PPA patrimoniaux. C'est-à-dire qu'on a des sociétaires en fait qui ont plusieurs sites. Sur un de leurs sites, ils sont en capacité de monter une toiture solaire, des ombrières, et ils souhaitent que leurs autres sites puissent bénéficier de cette électricité. Mais sauf qu'on est dans un périmètre trop éloigné pour imaginer une boucle d'autoconsommation collective. Donc c'est un nouveau cadre du PPA qu'on commence à regarder. On a plusieurs sociétaires qui sont multisites. J'ai un exemple en tête là, quelqu'un qui a un tracker sur un site et qui souhaite que le surplus bénéficie à ses autres sites. Donc c'est des choses qu'on va commencer à regarder. Les CADR, qui sont un peu la traduction française des PPA, pour l'instant, on n'a pas de collectivité, donc on n'en a pas mis en place, mais les principes sont un peu les mêmes et on a cette capacité à aller chercher du retour d'expérience, notamment à travers Energive et le SDE35. On est aussi assez proche du syndicat d'énergie Loire-Atlantique, qui est proche de Nantes Métropole, et Nantes Métropole a lancé l'année dernière, de mémoire, je reprends mes notes, un CADER. Donc ils ont lancé un appel d'offres auprès de différents producteurs d'énergie renouvelable pour acheter de l'énergie renouvelable. Et une fois qu'ils avaient fait cet achat d'énergie renouvelable, ils recherchaient un fournisseur capable de fournir le complément, mais qui soit un complément vraiment
calé par rapport à ce qu'ils avaient acheté en énergie renouvelable. Donc, c'est une manière un peu inverse de le faire. La clé pour mettre en place ce type d'opération, c'est la disponibilité de la donnée, la qualité de la donnée des profils de consommation pour mettre en relation la manière dont on produit, la manière dont on consomme et quels sont les bons besoins de complément. Juste, Sébastien, Oui. ça, je t'avais dit, hein, c'est un sujet qui m'intéresse bien, les CADR, là. On peut imaginer des CADR, tu m'as dit, patrimoniaux. Donc, par exemple, je sais que Saint-Brieuc travaille actuellement sur des ombrières sur le CH de Saint-Brieuc, sur le parking, avec une grande capacité de production. Je ne sais pas si toute la capacité de production va être absorbée en été, mais on pourrait imaginer que si ça n'était pas le cas, les sites de Paimpol, Tréguier pourraient entrer dans ce contrat et bénéficier de la production de Saint-Brieuc, c'est ça? C'est ça, la question que je me pose, et en toute honnêteté, je peux pas y répondre aujourd'hui. Le CADR, il a été mis en place pour permettre aux collectivités de déroger, entre guillemets, sur la durée des marchés publics d'achat d'énergie. Enfin, la durée classique des marchés publics, où on est à 4 ans, 5 ans, d'une façon générale. Le CADR permet, en fait, d'avoir des durées de contrats d'achat d'énergie renouvelable plus longs, parce que un acheteur public qui a en face un producteur, le producteur, pour entre guillemets sécuriser son modèle économique, il a besoin d'avoir un certain temps d'engagement de consommateur qui peut être 7 ans, 10 ans, 12 ans selon le coût de revient et l'amortissement de son équipement. Et avant les CADR, en fait, c'était compliqué pour les collectivités de s'engager sur ce type de contrat. Plutôt moyen terme, on va dire, moyen long terme. Là, dans le cas d'une entité commune, donc ça sera une même entité juridique que tu m'évoques. Pauline serait Oui, plus à oui, même. c'est une même entité juridique. Par contre, on va dire que déjà, c'est bien loin de couvrir la consommation d'électricité du CH Yves Le Foll tout seul. Alors, avant qu'on en arrive à des productions d'électricité pouvant couvrir 3 autres sites, parce qu'il y a l'EHPAD des Capucins, enfin le centre gériatrique des Capucins, on a plus que de la marge, hein. Alors après, ça Et peut à n'importe dépendre. quel moment de l'année, ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est de l'adéquation entre le moment où vous produisez et le moment où vous consommez. Oui, Euh, même. Même. Donc voilà. Si effectivement il n'y a pas beaucoup de surplus, bon, ça vaut On peut-être est pas des le coup gros de. consommateurs d'électricité surtout. Oui, et puis en journée. Donc, Voilà. Donc, donc, et on consomme de l'électricité, mais on consomme autant, si ce n'est plus en été qu'en hiver, nous, hein. Parce oui, qu'il par faut rapport à refroidir les salles, en fait. ouais. Vous êtes de très bons clients pour les producteurs solaires, ça c'est sûr. Ce type de profils sont très intéressants parce que on a effectivement aujourd'hui cette difficulté, et vous l'avez sans doute vu dans les médias, dans la presse, d'avoir maintenant cette cloche solaire, cette abondance d'électricité solaire l'été en pleine journée, et en face, pas forcément la consommation. Et donc, on fait face à des phénomènes, soit d'écrêtement de la production solaire, soit de prix négatifs. Oui. Alors, pour le consommateur, quand il peut les capter, c'est bien. Pour le producteur, c'est un peu moins bien. Enfin, Mais les en prix tout cas, négatifs, c'est surtout EDF de mémoire qui pratique cette logique-là. Il y a peu de fournisseurs autrement, quand même. en fait, ce sont les prix de marché qui sont Ah oui, négatifs. ah oui, d'accord. Mais j'ai vu quand même sur des factures d'énergie, Oui. des fournisseurs qui, en heure creuse d'été, Heure creuse d'hiver aussi. heure creuse Parfois. d'hiver, Ouais. proposaient un prix légèrement négatif. Oui, tout à fait. Oh oui. Oui. Et avec un prix, évidemment, heure pleine beaucoup plus important. Donc, voilà, c'est vraiment le profil de consommation qui va déterminer l'intérêt ou pas d'avoir ce type de contrat. Mais oui, il y a les prix de marché et il y a quelques fournisseurs C'était qui. en prix de marché, ouais. Ok. Oui, tout à fait, ouais, c'était en prix de marché. Donc, Juste, les Sébastien, oui. les durées de CADR, tu disais qu'elles peuvent être plus longues. Je pense que, Pauline me corrigera, mais c'est 4 ans max en marché public. Et jusqu'à combien on peut aller, tu penses, sur un CADR?
Je ne sais pas s'il y a une limite précise. Je sais pas si elle est précisée effectivement pour les cadres. Après, les marchés publics, non, de façon générale, c'est 4 ans. Après, selon la typologie de marché, etc., on peut déroger. Par exemple, si vous avez des investissements, enfin, ça peut aller jusque 7 ans, etc., mais pour de l'exploitation, enfin, voilà, de la délégation de services publics, quoi. Oui, les DSP, on peut aller beaucoup plus loin. Enfin, le DSP réseau de Bon, chaleur, ça il y peut a être des 20 ans, une engagements. DSP, hein, Ça peut être 20 ans. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, mais c'est un peu différent parce que ben, voilà, on achète un produit. En DSP, on achète plutôt un service un voilà, un service. peu complet. Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Après, je sais pas quelle peut être. J'ai pas vu de durée maximum d'un CADER. Je pense que ça doit être assez souple parce que bah, finalement, les durées d'amortissement d'un panneau solaire ou d'une éolienne ou d'une cogénération peuvent être très différents. Ouais, c'est ça. Euh, et je dirais qu'un minima et les engagements qui seraient attendus seraient de l'ordre de 7 ans. C'est 7-8 Euh, ans pour un retour sur investissement classique. oui, c'est ça. Ouais. Alors pour le solaire, vu le contexte aujourd'hui des tarifs, bon bah ça monte un peu. Si je fais le parallèle avec les boucles d'autoconsommation, par exemple les boucles alors entre entreprises, c'est un peu différent, mais c'est des contrats, des durées d'engagement entre 4 et 7 ans Mm. aujourd'hui, qui sont plutôt usités au sein des opérations d'ACC. Enfin, si je prends l'exemple des boucles en Ille-et-Vilaine, il n'y a pas de durée minimale qui est imposée, mais ça, c'est vraiment une discussion au sein de la boucle. Mais c'est les règles un petit peu de partenaires. Pas de durée minimale, mais si les consommateurs partent avant 4 ans, ben, il y a une pénalité pour amortir les coûts de mise en place de la boucle. Donc ça, c'est voilà, une typologie de règles, mais ça, ce sont des règles vraiment propres à partenaire et il peut y avoir des règles propres à chaque boucle. Donc, bah, c'est ça qui fait le charme et aussi la difficulté des boucles, c'est qu'il faut s'entendre ensemble au sein de la communauté à travers une gouvernance pour monter un petit peu un modèle économique où chacun va s'y retrouver. C'est ça. Après, le CADER, je l'ai pas, enfin, j'ai pas vu, moi, dans des établissements de santé comme les nôtres, je l'ai jamais vu. Effectivement, ça existe, nous, on travaille avec le SDE 22. Je sais que ça existe pour des localités, enfin, des communes, ou des choses comme ça, ou des groupements de communes. Euh, Après, c'est lié aux énergies renouvelables et Oui. ça fait souvent aussi l'objet de lots de marchés particuliers avec un coût de l'énergie qui est quand même bien plus élevé que du classique, j'ai envie de dire entre guillemets. Et on ne va pas dire que nos institutions sont en excédent financier. Alors aujourd'hui, parce que si on se replonge en 2023, tout le monde se précipitait sur les PPA. Tout le monde était là, comment on monte des boucles ACC, comment on monte des boucles ACC, parce que les prix de partage du solaire ou de l'éolien pouvaient être à 100 euros, quand les prix de marché et des fournitures étaient à 200 ou 250. Donc c'est aujourd'hui qu'il y a cette différence à l'inverse. Ouais, enfin, ça fait déjà quelques temps qu'il y a cette différence. Ça peut changer, hein, je suis d'accord avec vous, hein, Oui, oui, loin. voilà, c'est ça. C'est très évolutif. Après, quand je vois, nous, on est sur un marché, alors on n'est pas sur de l'achat en temps réel. Alors, il y a un terme, je sais plus c'est lequel, mais voilà. Mais en fait, on achète ouais, on n'achète pas en spot. On achète avec un an d'avance à peu près, mais par contre, on dégroupe nos achats. Donc, on fait quand D'accord. même de l'achat sur marché qui permet d'avoir un lissage de la dépense qui est hyper intéressant et de pouvoir acheter le mégawattheure d'électricité à des prix intéressants, en tout cas les plus intéressants possibles. Faut aussi savoir, enfin, pour les avoir épluchés et plus qu'épluchés, dans ce qu'on paye aussi en termes d'énergie, il y a quasiment 50% de la facture, c'est des taxes, hein. Tout à fait. Oui, oui. Ouais, acheter à un bon prix le mégawattheure d'électricité, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui fait le prix de la facture, hein. Pas uniquement, et c'est d'ailleurs de plus en plus vrai sur le gaz, puisque la Ouais, fiscalité sur le gaz a augmenté. on a augmenté, ouais.
plus en plus vrai d'une façon générale parce qu'il y a les C2E qui sont venus se rajouter et qui ne sont pas donnés non plus. C'est ça. Donc oui, c'est vrai que la partie molécules et électrons devient presque marginale dans la Presque. constitution du prix final. Et donc ça suppose de réfléchir aussi à ces adaptations de puissance souscrite, voilà, de vérifier C'est ça. ça si on est bien calé, que ce soit trop haut ou trop bas. Et après, de raisonner aussi sur le fait que de consommer de l'électricité sur une boucle d'autoconsommation collective permet éventuellement de capter un électron peut-être un petit peu plus cher, mais on va pouvoir ôter les assises. Ouais. Donc c'est quand même Après, 26, c'est pareil, les assises. Ouais. 26 euros quand même. Oui, ouais, mais l'assiette est pas l'assiette sur laquelle il est calculé est pas énorme. Ah non, c'est sur la consommation. Non, je raconte des bêtises. Je raconte des C'est bêtises. consommation C'est globale, bien oui, sur la oui, oui, consommation, oui, ouais. oui. Donc les C2E aussi, aujourd'hui on voit des Ouais. C2E à 11 euros. La capacité quand il y en a. Donc bon an, mal an, quand on fait de l'autoconsommation collective, on peut être en capacité d'effacer 35-40 euros du mégawattheure sur sa facture. Alors sous réserve qu'on soit dans une boucle qui est un maximum de Ouais. puissance installée à 1 mégawatt crête. Mais bon, 1 mégawatt crête, ça commence déjà à être intéressant. Et donc ça, ce sont des effacements qu'on n'aura pas nécessairement en PPA. En PPA, les assises ne sont pas exonérées de mémoire. Voilà. Donc ça me permet d'enchaîner un petit peu sur notre stratégie économique, hein, voilà comment on la résume sur nos 3 volets. L'achat court terme, c'est de la recherche de performance assez rapide grâce à la petite partie d'achat spot pour chercher cette performance rapide. On sécurise son budget avec les achats en bloc. Ou en clic ou en prix fixe. Et puis sur une partie de sa consommation, certes aujourd'hui avec peut-être un prix d'achat local plus élevé, mais c'est une stabilisation de son budget à moyen long terme, une visibilité voilà, sur 15-20% de sa consommation si on le peut, soit en produisant pour soi-même, donc en autoconsommation individuelle, soit en achetant local sur des boucles d'autoconsommation collective ou directement en PPA. Et puis, on n'oublie pas, évidemment, mais ça, je pense que vous êtes particulièrement sensible, au volet 2 de réduction de ces consommations pour abaisser le budget global. Et bon an, mal an, voilà, on essaye de maîtriser son budget plutôt dans une logique de diversification. Enfin, très simplement, on essaye de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. S'il y en a un qui casse, il y en a toujours 2 pour faire l'omelette. Et donc, c'est un peu le principe qu'on défend. Avant 2018, voilà, on prenait son fournisseur pour 5 ans. 5 ans après, on y revenait. Et puis, il n'y avait pas trop de sujets. Tant que l'énergie était pas chère, disponible et fiable, comme dirait mon directeur, il n'y avait pas trop de soucis. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Je termine juste pour laisser un petit peu de temps à la discussion. Donc, comment on rejoint STR Energy? Donc aujourd'hui, les structures ou entreprises qui nous rejoignent prennent des parts au capital. Donc il y a cette notion de sociétariat. Donc en fonction du collège auquel elles vont appartenir, eh bien, elles vont prendre un nombre minimal de parts, donc des parts qui sont aujourd'hui à 100 euros. Donc typiquement, les bénéficiaires mettent 3 000 euros de capital pour accéder aux services de la SIC. Et après, il y a une contribution annuelle d'accès au conseil et services qui est pour les bénéficiaires liée à un barème de consommation d'électricité. Et pour les producteurs, c'est une consommation mensuelle. Donc voilà, ça c'est les grands principes pour rejoindre STR Energy. S'il y a des questions, on pourra y revenir. Et donc ça, je vais passer, bon, je vais le mettre quand même. Donc on a un petit process d'intégration quand on rentre chez STR Energy. Donc une fois qu'on a validé son entrée, on réalise ce qu'on appelle un DIAC 360. Donc on qualifie un petit peu votre carte d'identité énergétique. Qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous consommez, à combien, où est-ce que vous consommez en termes de process, alors que c'est plutôt du tertiaire, mais quels sont vos sujets, vos enjeux, et ça nous permet de définir un petit peu une feuille de route de travail
avec le sociétaire et qu'on va un petit peu élaborer, nous, équipe opérationnelle. Et après, on met en place les actions opérationnelles, soit nous-mêmes, équipe, soit avec l'aide de nos producteurs. Et donc, on est 5 aujourd'hui. Donc moi-même sur la partie Ille-et-Vilaine et plus globalement Bretagne. Hugues, qui est un petit peu mon homologue équivalent, mais sur la partie Loire-Atlantique Vendée. Tanguy sur l'énergie management et Laure sur l'achat d'énergie. Et puis Franck qui s'est présenté tout à l'heure pour chapeauter et guider la coopérative dans le bon sens. Voilà, j'en ai terminé. On a une petite page LinkedIn. À la fin, vous verrez toutes nos coordonnées. Donc, merci en tout cas pour votre attention. Et s'il y a des questions plus particulières, on est à votre disposition. Merci Sébastien. Et je vous laisse éventuellement poser les questions si vous en avez. Et effectivement, ce qu'on disait, le CH, il a la capacité de consommer sa production. Sur les EHPAD, c'est peut-être un petit peu moins le cas, même si les consommations en été restent quand même relativement fortes. Donc, ça dépendrait au gré finalement de la taille de l'installation photovoltaïque qui est obligatoire assez rapidement, hein, même pour des parkings de 1500 mètres carrés, je crois, à très court terme. Donc, les EHPAD sont souvent tenus de travailler sur une réflexion sur une ombrière, soit photovoltaïque, soit sur un système de végétalisation. Mais ça peut être intéressant de réfléchir à cette notion de CADR, de PPR, pour ces structures dont on n'est pas certain qu'il y a consommation intégrale l'été. Ouais. Effectivement, voilà, il y a différentes réglementations qui poussent à l'électrification, donc pour se débarrasser progressivement des énergies fossiles. Et effectivement, les parkings de plus de 10 000 m² doivent être équipés cette année, et ceux de plus de 1500 m² à horizon 2028. Ouais. Et il y a les bornes de recharge qui vont avec aussi. Il y a une autre loi là-dessus. Il y a le décret tertiaire que vous connaissez bien, le décret BAX aussi. Donc voilà, tout ça entre en ligne de compte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on installe des panneaux solaires, il faut bien se poser la question de la valorisation. Parce que l'État baisse progressivement, durcit l'accès aux tarifs de rachat réglementés. Maintenant, on va dire que le tarif garanti à tous les coups, c'est en dessous de 100 kW-crête de puissance installée. Entre 100 et 500, on est sur un régime d'appel d'offres simplifié, mais on ne sait pas quand est-ce que le prochain va sortir. Au-dessus, on est sur des appels d'offres creux. Donc aujourd'hui, pour assurer le modèle économique de centrales solaires, eh bien, il faut regarder la palette complète des valorisations possibles. Ce qu'on peut valoriser pour soi, ce qu'on peut valoriser en local, ce qu'on peut valoriser avec un partenaire en gré à gré, ce qu'on peut valoriser auprès d'un agrégateur, est-ce qu'on a intérêt à mettre de la batterie. Donc tout ça est en train de bouger pas mal sur la partie stockage, parce qu'on voit bien à la fois que les coûts de batterie baissent, et qui peuvent permettre d'augmenter le taux d'autoconsommation, mais aussi de pouvoir commencer dans une certaine mesure à jouer avec les heures creuses et les heures pleines, donc de pouvoir stocker pendant les heures creuses et de relarguer pendant les heures pleines. Donc voilà, c'est des choses qui commencent à évoluer et que nos sociétaires producteurs commencent à développer. Je ne sais pas si tu vois le chat, il y a Madame Berthe Si qui est sur le CCAS de Saint-Brieuc, qui est donc locataire d'un bailleur social, euh, à qui incombent les travaux de photovoltaïque, je pense. Alors peut-être que la réponse est différente, que ce soit sur le parking ou sur la toiture. Je ne sais pas si tu as la réponse, Sébastien. Non, ça relève du propriétaire, que ce soit en parking ou en toiture. Alors en toiture, pour l'instant, les exigences sont sur les bâtiments neufs. À partir du moment où on construit 500 m² de bâtiments neufs, eh bien, il faut qu'on équipe. Alors encore aujourd'hui, il faut qu'on équipe 30% de la toiture en photovoltaïque. À compter de juillet 2026, il faudra passer à 40% d'équipement. Et pour les bâtiments existants, le seuil de déclenchement, ça sera 500 m² à compter de juillet 2028. Mais dans un cas comme dans l'autre, et ça vaut aussi pour les bornes de recharge, c'est au propriétaire du foncier de faire les travaux.
OK. Il n'y a pas d'autres questions et Madame Debroise nous dit qu'elle doit nous quitter à 15 heures. Et de toute façon, c'était un webinaire de 14 heures à 15 heures et on est parfaitement dans les temps. Donc, merci Sébastien pour cette présentation, ces réponses. Avec Je plaisir. pourrais envoyer la présentation à l'ensemble des participants et même ceux qui se sont inscrits, qui ne sont pas venus. Pas de souci. OK. Eh ben, je fais ça. Et puis, Madame Berthe, si vous êtes intéressée, je rappelle qu'on peut vous accompagner sur un bilan énergie et qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Merci Sébastien. Merci Monsieur Sprecher aussi d'avoir pu, malgré le fait d'être en transit, vous connecter et apporter vos compléments. Et merci à tous de votre présence. Ben, merci en tout cas pour l'invitation, Frédéric, et puis au plaisir de rééchanger, de se recroiser. Merci. Ouais. Merci à vous. J'aurais juste une suggestion pour la suite. Dans mes rêves les plus fous, ce vendredi après-midi, j'aurais rêvé de pouvoir échanger avec vous sur le futur énergétique que vous pensez souhaitable pour vos établissements, vous qui êtes au quotidien dans ces sujets. Mais bon, ce sera peut-être pour un prochain échange. Mais voilà, je serais ravi parce que c'est notre finalité en fait. Hein. Quel futur énergétique souhaitable, même qu'aujourd'hui on ne change rien, très bien, on continue, pas de problème. S'il est différent, il faut changer de méthode pour atteindre des objectifs différents. C'est un peu tout le cœur, je pense, et tous ensemble, on partage, je pense, ces réflexions aujourd'hui. Quel avenir énergétique souhaitable pour nos établissements et pour nos territoires. Merci beaucoup. Je suis disponible avec plaisir. Ah ben, avec grand plaisir, Sébastien, on regarde ça pourrait être très intéressant. Ça marche, pas Bon de souci. après-midi. Bon Merci après-midi à à tous. tous et bon week-end. À bientôt. Au revoir. Okay. Très bien, merci.